Bonjour à tous. Franck Abounou en a finalement marre. La fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger prend plus de temps qu'il ne l'a prévu. Dans son commentaire de ce matin, il appelle la CEDEAO à se raviser en attendant l'option militaire ou une issue discutée avec les militaires à Niamey. C'est le principal sujet de nos discussions. Tout à l'heure, loin du Bénin et de l'Afrique, une affaire qui va au-delà donc des limites et des frontières même du continent. Israël pilonne à coups de bombes et de balles. La bande de Gaza en représailles à cette attaque de l'autorité palestinienne. Notre invité, Dr Ghislain Radonoun, spécialiste des relations internationales, nous aidera à mieux cerner ce qui se passe là-bas avec une lecture sous un prisme qui tient compte de l'Afrique. Notre invité au téléphone, c'est le maire de la commune de Bopa. Nous parlons décentralisation. Au téléphone, les jeudis matins, vous le savez, nous allons nous intéresser donc à une commune dont les réalités ne sont pas tellement loin de celles des autres du Bénin. Écho des communes, c'est dans un instant. Merci d'être là. Fraternité pour ouvrir la une des journaux ce matin. Recours aux enseignants retraités dans les lycées et collèges. L'école en difficulté. Placard dans manchette donc le journal style vestimentaire dans les églises. Entre contraintes et mode. Pasteur Marcelin Koba. Il faut s'habiller pour la gloire de Dieu. Burkina Faso, des solutions pour tenter de faire face à la désertification. Passons maintenant au quotidien Matin Libre, paiement électronique et en ligne au Bénin, du calvaire au confort. Souvenir, 26 octobre 72, récit d'une journée mémorable. Le journal a donné la parole à un acteur qui s'y connaît. Le matinal répression annoncée des transports mixtes et hors gabarit grogne dans le rang des conducteurs. Une prorogation du délai de sensibilisation souhaitée. Dynamisme Info, animation de la vie politique au Bénin, un challenge tenu en main par les deux grands blocs de la mouvance et les démocrates. Les quatre vérités pour détournement de frais de travaux dirigés. Le comptable d'une école est en prison. Le Béninois libéré, crise au Niger. Ça y est, la bonne nouvelle, Talon ouvre la frontière ce jeudi. Ça, c'est l'information de le Béninois a libéré. Les deux peuples seront fiers de lui pour le dénouement là. Le matin, après la zone industrielle de Glodjigbe, Vinci Énergie connecte la zone économique de Gapé au réseau électrique. Jupiter, vie de couple et les relations extérieures, des recettes pour des foyers harmonieux. Le Télégramme, après la réduction de sa peine, Sévérin Adjovi condamné à plus de 1,3 milliard de francs CFA de dommages et intérêts. Nous passons maintenant à l'indépendance. Succession de Patrice Talon. Là, on est en 2026. Aucun parti politique n'est à l'abri du désastre au prochain rendez-vous électoral. Nassiara, corvée de la formation militaire. Que se passe-t-il au lycée des jeunes filles de Natitengu? Question donc du journal Nassiara. Secrétaire exécutif des mairies, la réforme a du plomb dans l'aile. Dabarou. Défrisage des cheveux avec des produits chimiques, les conséquences sanitaires d'une pratique qui est en vogue. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour sa deuxième lecture. Recours aux enseignants retraités dans les lycées et collèges. Il faut constater que l'école est en difficulté. C'est l'analyse du journal. La manchette ce matin. Style vestimentaire dans les églises entre contraintes et mode. Pasteur Marcelin Koba. Il dit, l'homme interviewé, qu'il faut s'habiller pour la gloire de son Seigneur. Burkina Faso, c'est le dernier titre, des solutions pour tenter de faire face à la désertification. Voilà donc le tour rapide des informations à la une des publications ce matin. Notre habitude, on fouille un peu à l'intérieur de Fraternité pour vous proposer des articles qui pourraient vous intéresser. Ce matin, on va jeter un coup d'œil au contenu qui fait la manchette du quotidien qui paraît à Ménoté. L'école béninoise est en difficulté. Il y a justement une option que les acteurs et responsables de l'école au Bénin ont fait, c'est justement le recours aux enseignants retraités dans les lycées et collèges.
Le journal qui pense quand même que ce faisant, c'est qu'il y a une évidence que l'école a quelques difficultés, notamment au niveau du personnel. Comme pour enfoncer le clou, le directeur départemental de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle de Borgou s'est invité dans le débat en demandant aux enseignants certifiés admis à la retraite spécialistes du français, des mathématiques et des sciences physiques et chimiques et technologiques de renouer avec la crème. Il est évident que la situation est critique. Certes, faire recours aux enseignants admis à la retraite n'est pas un problème en soi. Leur perspective permettra toujours de faciliter l'acquisition de savoir aux apprenants. Ce qui surprend, c'est de laisser des milliers de jeunes sur le carreau alors que l'anticipation aurait voulu que ceux-ci soient formés et guidés par les plus anciens, qui sont ainsi sollicités donc aujourd'hui en leur lieu et place. Le journal donc qui se désole qu'on sollicite des retraités à la place des jeunes. Vous avez en culture cette interview accordée par le journal à Viviane Rossignol-L'Enfant au sujet de goûter littéraire. C'est le brassage des idées autour des livres et surtout la fusion de belles lettres. Cette occasion-là a acheté le journal. Essayez de comprendre un peu de quoi retourne cette affaire donc de goûter littéraire. Il y a aussi ce conseil de pasteur interrogé par votre quotidien qui s'adresse bien à ceux qui sont chrétiens. En tout cas, il faut s'habiller pour la gloire du Seigneur. La question, je sais, le style vestimentaire qu'il faut adopter pour aller louer son Seigneur, notamment dans les églises évangéliques. Là-bas, on dirait que c'est la concurrence. À la page 8, vous avez, je dois dire, l'actualité à l'international. Zoom sur le Burkina Faso avec ses solutions pour répondre un peu à la désertification qui avance là-bas. Vous avez aussi quelques éléments d'information sur le Mali, le Maroc, le Sénégal et bien d'autres. Achetez Fraternité et informez-vous. Allez, nous sommes maintenant à l'étape du bulletin de l'information avec Ingrid Day, à la présentation. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bonjour à tous. Ce matin, on aura dans votre bulletin de l'information les images de Cotonou qui abrite depuis mardi dernier, le colloque international du réseau des hôpitaux de l'océan Indien et des Caraïbes. Des journées biomédicales qui ont permis à ces acteurs du monde sanitaire de se pencher sur la question de la gestion des équipements médicaux. Autre image à découvrir aussi dans votre bulletin de l'information, Ingrid Deben. Il s'agit de celle de cette session d'information, cette face-à-face entre le ministre de l'enseignement supérieur, son collègue de l'enseignement secondaire et les populations de Savin. Il s'agit pour ces membres du gouvernement d'exposer à ces dernières, donc les populations, les actions du gouvernement dans plusieurs secteurs de la vie socio-professionnelle et politique du Bénin. Voici le bulletin de l'information. On commence par parler santé, Ingrid. Les acteurs du monde sanitaire sont donc en conclave à Cotonou. Oui, Tanguy, il s'agit du colloque international du réseau des hôpitaux de l'océan Indien et des Caraïbes. Une rencontre qui a mobilisé plus de 300 acteurs autour de la question de la gestion des équipements médico-techniques dans les établissements de santé africains. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mardi au Palais des Congrès. On fait le point. Plus de 300 participants du monde de la santé sont conviés à ce rendez-vous d'envergure internationale. On parle des journées biomédicales du réseau des hôpitaux de l'océan Indien et des Caraïbes, RESAOC. Les acteurs tentent d'harmoniser leurs réflexions autour du thème « Gestion des équipements médico-techniques dans les établissements de santé africains, enjeux et défis ». Nous sommes confiants, vu l'adhésion, la diversité des profils et des partenaires, que Cotonou marquera d'une encre indélébile un tournant dans la mobilisation, la motivation du monde médical, voire même le repositionnement du système hospitalier face aux enjeux en termes d'accessibilité, de sécurité et de qualité pour les populations d'ici et d'ailleurs.
Ces journées, une fois de plus, ont vu le jour grâce au soutien traditionnel des partenaires dont l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence française de développement et bien d'autres. Ils réitèrent leur engagement aux côtés du réseau. Ce colloque s'inscrit dans la volonté de la France de répondre aux grands défis de la santé mondiale que sont l'accès équitable aux services de santé et la prévention. Nos experts ne manqueront pas de partager avec vous les réalisations ainsi que les travaux en cours en appui aux États membres en application de la 75e Assemblée mondiale de la santé. Les travaux vont durer 3 jours et permettront aux autorités béninoises de prendre des mesures hardies en vue de l'assainissement et de la gestion des équipements médicaux dans les formations sanitaires. L'assurance vie des équipements reste une préoccupation, que dis-je, un défi majeur qui passe forcément par la gestion de la maintenance des équipements dans nos hôpitaux. Ce problème a fait l'objet de profondes réflexions dans notre pays qui ont débouché sur les réformes opérées dans ce secteur en juillet 2023 avec la création d'une nouvelle agence, l'Agence nationale de la maintenance hospitalière, dont la mission exclusive est axée justement sur cette maintenance hospitalière. Une visite guidée des officiels a donné à voir quelques équipements de dernière génération dans la spécialité biomédicale. Les regards sont désormais tournés vers l'édition 2024 qui se tiendra à Dakar, au Sénégal. On en vient maintenant à cette séance de reddition de comptes du ministre de l'Enseignement supérieur et de son collègue de l'enseignement secondaire avec les populations de Savet. Organisée sur demande des citoyens de la cité des Trois Mamelles, elle a été l'occasion de les informer sur les actions du gouvernement dans plusieurs secteurs. Les échanges ont aussi été le cadre de recueillir les doléances des populations. Les précisions dans ce reportage de Emet Hélène Amousso. Pour l'occasion, l'oratrice principale avait à ses côtés son homologue de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. La rencontre tient lieu de séance de reddition de comptes. Elle est initiée sur demande des populations. Vous êtes nombreux à chercher les informations. Nous sommes là pour vous. On a d'abord voulu faire l'option de nous là, parce qu'on a pris des échantillons parmi toutes les cibles de la population. De sorte que quand c'est comme ça, on se parle entre nous, on travaille et après on se retrouve pour dire qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Et quand on va se retrouver pour dire qu'est-ce qu'on a fait ensemble, on aura suffisamment marché. En ce moment-là, on peut se retrouver encore en plein air parce qu'on aurait invité les autres populations, sera nombreux. Je pense qu'il est important que de temps à autre, nous vivions comme cela pour échanger. C'est bon pour vous, c'est bon également pour nous. Ça permet d'éviter l'intoxication. En tout cas, ça permet d'avoir la bonne information. Avec pour objectif d'éclairer l'assistance sur la vision du gouvernement, la rencontre a également permis de présenter aux invités les réalisations de l'exécutif dans la commune de Savet, du secteur de l'éducation à la microfinance et bien d'autres. Un point des projets en cours et ceux en perspective ont été exposés. Le social pour le gouvernement, ce n'est pas de donner de poissons, mais c'est d'apprendre à pêcher le poisson. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans une approche progressive. On vous donne des petits crédits lorsque vous gérez bien, vous avancez sur d'autres ressources. À l'évaluation du microcrédit à l'AFIA, on s'est rendu compte qu'il y a des cibles qui n'arrivent pas à bénéficier des ressources liées au microcrédit à l'AFIA. Sur ce, il va falloir quand même leur trouver un produit qui s'adapte à leur métier, surtout le monde agricole. À ce titre, le gouvernement nous a doté de ressources pour prendre en compte cette cible-là qui n'est pas éligible au microcrédit à l'AFIA, que nous avons appelé financement des activités agricoles en milieu rural pour les paysans. La position de la population peut se résumer en une satisfaction totale. Chez nous, tant que quelque chose est déjà fait, on peut déjà espérer qu'on peut encore avoir encore plus. C'est ce pourquoi d'ailleurs la population de Savet, qui n'est pas du tout ingrate par rapport à tout ce que le gouvernement lui fait, demande encore à en avoir de plus. Nous souhaiterions avoir dans la commune de Savet une bibliothèque digne. On n'a pas de bibliothèque à Savet, que ce soit pour les enseignants, que ce soit pour les apprenants, tant au niveau primaire qu'au niveau secondaire. Représentants des diverses couches socio-professionnelles de la commune de Savet, têtes couronnées et autres invités
Tous ont salué la promptitude avec laquelle les organisateurs ont répondu à la sollicitation de la communauté. Ils souhaitent que l'initiative se répète de temps en temps afin d'éviter les malcompréhensions et surtout mettre fin aux campagnes d'intoxication. Retour à Cotonou pour faire le point de la cérémonie de lancement de la première session de la conférence des gestionnaires des ressources humaines. L'objectif visé à travers l'organisation de ces assises est d'optimiser les procédures de gestion des ressources humaines au sein de l'administration publique. Reportage. Dans cette salle sont rassemblés les gestionnaires des ressources humaines, des ministères et des institutions de l'État. Ils sont ici dans le cadre de la première session de la conférence des gestionnaires des ressources humaines. Il s'agit d'une initiative faisant suite au diagnostic stratégique du plan national de développement 2018-2025 et s'inscrivant dans le cadre de la réalisation du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Le ministère du Travail et de la fonction publique envisage, entre autres, la poursuite de la dématérialisation des services publics, l'amélioration de la gestion des carrières et la poursuite de la remise automatique des livrets de pension, y compris au travail du secteur privé. La conférence des gestionnaires des ressources humaines de l'État constitue un cadre privilégié de réflexion et de partage de bonnes pratiques pour relever le défi d'une administration performante, capable de délivrer des services de qualité aux usagers clients. Au total, 4 communications sont prévues dans le cadre de cette conférence. Vous aurez à suivre dans cette matinée 2 communications portant l'une sur la nouvelle procédure de conduite des dossiers disciplinaires et l'autre sur la digitalisation des actes d'administration du personnel. Ensuite, suivront demain 2 autres communications, l'une sur la validation des services auxiliaires et l'autre sur le processus de réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires de l'État ayant bénéficié d'une mise en disponibilité. En termes de résultats, le ministère du Travail et de la fonction publique nourrit plusieurs attentes. Au sortir de ces travaux, la première attente, c'est que tous les gestionnaires des ressources humaines soient davantage outillés pour rendre au mieux le service requis aux agents de l'État. C'est de cela qu'il s'agit, parce que ceux-là ont pour client premier les agents de l'État, fonctionnaires de l'État comme contractuels de droit public de l'État. La première session de la conférence des gestionnaires de ressources humaines s'étend sur 2 jours. La cérémonie de lancement a été suivie du démarrage de la première communication. En image maintenant, un nouveau projet pour assurer la conservation des écosystèmes. Son nom, renforcement de la résilience des mangroves au sud de Bénin. Il a été lancé mardi dernier à Cotonou. Le projet ambitionne de développer pour les années à venir une expertise adaptée au contexte du pays en réduisant les menaces. Et ce sera tout pour ce bulletin d'information, Tanguy. Merci beaucoup à vous, Ingrid Ede, pour sa présentation. D'autres rendez-vous dans la journée pour s'informer. Vous avez notamment les plus grands à 13h, 19h30, 22h30. Il y a aussi des éditions intermédiaires. Prenez le rendez-vous sur Canal 3 Bénin. On va passer maintenant aux informations sportives. Football à découvrir donc dans le menu de Sport Matin ce matin sur Actu Matin. Ali Moumouni, bonjour. Mais déjà, parlons de la fête planétaire de football, la Ligue des champions en Europe. On était aussi donc devant nos écrans de télévision hier. Oui, Tanguy, pour les 8 dernières explications disputées pour le compte de cette 3e journée. On s'est assez suffisamment régalé hier soir avec les rencontres. On va faire le point des différents résultats et des différents classements au niveau des groupes E, F, G et H. Donc, dont les rencontres ont
été disputées hier. On commence par le groupe E où Feyenoord donc est leader provisoire après cette troisième journée au classement général avec 6 points. Après donc s'être imposé hier, c'était 3-1 face à la Lazio de Rome. C'était Glasgow et puis Atlético Madrid se sont partagés les points donc après le score de parité de 2 buts partout entre les deux formations pour le compte de cette troisième journée. Donc au classement général, Feyenoord, les clubs des Pays-Bas, de Néerlande, est leader avec 6 points, suivi donc de l'Atlético de Madrid, 5.4 pour la Lazio de Rome et puis Celtic Glasgow qui détient donc qui est dernier au classement de ce groupe E avec 1 point plus un goal average de moins 3. On passe au niveau du groupe F. Le Paris Saint-Germain s'est imposé hier, c'était face au club italien de l'AC Milan, 3-0 à l'arrivée. C'est le score qui a sanctionné cette explication. Les Parisiens donc filent tout droit en tête au classement général de ce groupe F. Newcastle, qui était donc leader après la deuxième journée, se retrouve désormais troisième avec 4 points derrière Dortmund qui s'est imposé face à cette formation. Hier, c'était donc du côté de l'Angleterre, 1-0 pour les Allemands qui se positionnent désormais deuxième au niveau du groupe F. L'AC Milan est troisième avec 2 points seulement au niveau de ce groupe. On passe au groupe G. Leipzig était face à Étoile Rouge hier, 3-1 à l'arrivée pour cette formation allemande. Red Bull Leipzig qui réussit donc à s'offrir une deuxième victoire après donc sa défaite face à Manchester City lors de la deuxième journée. Il y a donc également les Mancuniens qui étaient en déplacement, qui se sont imposés 3-1 également pour cette troisième sortie. Ça fait donc carton plein pour les Mancuniens, pour Manchester City, pour les Citizens qui s'imposent une nouvelle fois 3-1 pour cette formation qui est donc leader au niveau du groupe G avec un total de 9 points plus 6 au niveau du goal average, 6 points donc pour Leipzig qui est plus 2 et puis les deux derniers au classement de ce groupe chez Young Boys détient donc 3 points plus un goal average de moins 4, idem pour Étoile Rouge de Belgrade. On termine avec le groupe H pour les rencontres disputées hier. Les Catalans du FC Barcelone se sont imposés face au Shakhtar Donetsk, 2-1 pour le FC Barcelone. Ça fait donc 3 matchs, 3 victoires en Ligue des Champions pour le club dirigé donc par Xavi Hernandez, ancien milieu de terrain bien entendu de la même équipe du FC Barcelone. Le FC Barcelone qui est donc leader au niveau du groupe H avec 9 points plus un goal average plus 7, ça fait donc assez pour les Catalans qui pour le moment sécurisent, je dirais tout simplement les qualifications pour le prochain tour. Le FC Porto, après s'être imposé donc hier face à Antwerp 4-1 est donc deuxième au classement général plus un goal average de plus 3. On termine donc par le Shakhtar Donetsk qui a 3 points moins 2 et puis Antwerp qui est dernier dans ce groupe 0 points moins 9. Tanguy. On va parler maintenant d'un sifflet béninois. Oui, le sifflet béninois, avant d'y revenir, il faut préciser que la African Football League se poursuit, la première édition. Cette compétition qui était prévue pour être la super, Coupe d'Afrique, dont le nom a été récemment changé et qui est devenue donc la African Football League avec cette nouvelle dénomination. On a eu assisté donc à des rencontres des quarts de finale pour cette première édition qui a démarré depuis le vendredi dernier. Les rencontres étaient prévues pour hier, la manche retour des dernières explications de ces quarts de finale. Aujourd'hui, donc, ces rencontres auront lieu, les rencontres reportées pour ce jeudi 26 octobre. Espérance de Tunis sera à domicile face au TP Mazembe de la République démocratique du Congo. Après donc sa victoire à l'aller, les Congolais se déplacent aujourd'hui sur Tunis pour affronter l'Espérance sportive de Tunis. Wydad Casablanca sera à domicile au Maroc pour accueillir Eyimba du Nigeria. Eyimba s'était incliné à l'aller sur le score d'1-0, but inscrit vers la 34e minute sur penalty. Et donc les Marocains ont pris une belle option pour cette manche retour. Puis pour cette compétition, on connaît déjà la première demi-finale de cette compétition, la African Football League, et cette demi-finale sera donc connaîtra le sifflet béninois. Il s'agit bien entendu de Loé Rouyandandé que vous voyez sur vos images, Tanguy. C'est le sifflet béninois qui sera donc de la partie pour cette première édition de la African Football League. Je dirais tout simplement une belle opportunité.
pour le Bénin. Absolument. Et une belle fierté aussi pour les trois couleurs du Bénin. On espère bien qu'il va nous les honorer. En tout cas, s'il n'en avait pas l'habitude, ne serait pas à ce niveau donc de la compétition. Allez, Momoni, 2 mots rapidement, le temps de vous laisser partir au sujet justement de cette African Football League. Vous l'aviez dit, c'est une autre compétition qu'on a convertie ainsi pour lui donner un autre nom. Quelle est la pertinence de cette mutation selon vous? Oui, la pertinence, c'est de voir le fait que c'était une nouvelle compétition qui est générée tout simplement du partenariat entre la FIFA et puis la CAF afin de permettre aux meilleurs clubs africains d'avoir plus de temps de jeu, plus de compétition et plus de moyens financiers. Et donc la compétition était dénommée, comme je le disais, la Super Coupe d'Afrique. Mais vu que cette idée de Super Coupe ou de Super League a été rejetée en Europe, donc la CAF et la FIFA étaient obligées de changer la dénomination et de trouver un autre nom, d'où la African Football League. Aujourd'hui, la compétition a démarré pour la première édition avec 8 clubs, les clubs les meilleurs, les plus en vue sur le continent, entre autres Enyimba du Nigeria, Wydad Casablanca du Maroc, Mamelodi Sundowns qu'on connaît très bien de l'Afrique du Sud, le TP Mazembe historique qu'on connaît du Congo, l'Espérance Sportive de Tunis et puis l'Atlético Pétrolès de l'Angola, sans oublier Al Ahly de l'Égypte. Ces 8 équipes participent à la compétition. La première édition, comme je le disais, met aux prises 8 équipes, mais pour la suite, ce serait 24 équipes qui vont participer dès l'année prochaine, 2024-2025, 24 entre 24 et 32 bien entendu. Et il faut retenir ce qui retient beaucoup plus les attentions, c'est la cagnotte réservée, Tanguy, pour les différentes équipes. Ne parlez pas de milliards, j'aurais un tourné ce matin. En francs CFA, ce serait des milliards, puisque chaque équipe, pour avoir participé à cette compétition, bénéficie donc d'$1 million, Tanguy. Ça fait équivalent donc... Je vais reprendre mes crampons alors. Ce qui équivaut donc à près de 900 000 euros pour chaque équipe qui participe à la compétition. Les équipes qui atteignent l'étape des demi-finales auront $1 700 000 pour avoir atteint l'étape des demi-finales. Et pour le deuxième, il y a $3 millions. Et on finit par le vainqueur qui gagne $4 millions. Ça, c'est juste les primes pour la première édition, puisqu'il n'y a que 8 équipes. Mais à partir de l'année où il y aura les 24 équipes qui vont participer à la compétition, l'équipe victorieuse sortira donc avec 11,5 millions de dollars, Tanguy. J'avoue que c'est beaucoup de sous. Énormément. Donc, c'est 100 millions qui seront répartis entre les différentes équipes participantes. Ça me donne envie le simple fait d'avoir participé vous donne déjà droit à une cagnotte. J'ai bien envie de reprendre un peu mes entraînements et mes échauffements. Ça pourrait m'aider justement à gagner un peu de sous. Allez, il y a mon invité, des questions internationales, qui est sur ce plateau, qui est un fan aussi de football. Lui qui est très très amoureux donc du style merengue. Ghislain Adonou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là tout à l'heure, je vous prends. Et en attendant donc, je dois remercier Ali Moumouni. Bonne journée. Bonne journée, Tanguy. Et à lundi, donc pour d'autres actualités sportives entre Ali et mon invité en plateau, il y a justement l'invité au téléphone. Le maire de la commune de Bopa a décroché notre appel déjà. Comme je le disais donc, nous avons au téléphone pour la rubrique Écho des communes le maire Abel Diossou de la commune de Bopa. Nous allons découvrir avec lui les réalités de cette commune-là. Monsieur le maire, bonjour. Merci d'avoir décroché mon appel ce matin. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Merci beaucoup d'avoir décroché notre appel ce matin. Je dois commencer déjà par vous dire félicitations, monsieur le maire. Bopa. Allô? Oui, je suis avec vous. D'accord, merci beaucoup d'être avec nous. Je disais que je devrais commencer à vous féliciter puisque Bopa s'est illustré comme meilleur élève en matière donc d'implémentation de la réforme structurelle sur la décentralisation. C'est un résultat provisoire, mais c'est déjà une grande avancée, monsieur le maire. Apparemment, monsieur le maire a son poste téléviseur allumé devant lui. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes avec nous? Je vous remercie de cette opportunité que vous me donnez pour opiner sur la question. Oui. Oui, Bopa s'est illustré première commune cette année, pour l'année 2022. Oui. Pour l'indice de gouvernance.
Alors, quels sont justement vos sentiments tout de suite et qu'est-ce qui peut expliquer cette grande performance, monsieur le maire? C'est une joie pour nous et une joie pour toute la population de Bopa. Oui, mais il n'y a rien de sorcier. Ah oui? Un président dit ici, quand la ligne juste est tracée, les cadres décident de tout. C'est ça. La réforme de la décentralisation est mise en œuvre en 2022 par l'envoi des secrétaires exécutifs dans les communes. Oui. Et ça a tracé les couloirs de chaque acteur dans les communes. Oui. Nous, à Bopa, nous n'avons fait que suivre notre couloir et laisser main libre au secrétaire exécutif et son équipe de faire son travail. C'est ça. Et nous l'avons beaucoup accompagné. Tous les élus locaux de Bopa ont accompagné cette réforme-là. Et je salue au passage ces élus-là qui sont donnés corps et âme pour accompagner cette réforme et le secrétaire exécutif. C'est cela qui explique cette performance, M. Tanguy. Monsieur le maire, aujourd'hui, Bopa a quand même de nombreux défis, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'école. De façon globale, sur ces deux plans-là, comment est-ce que la mairie se débrouille aujourd'hui, malgré, je dois dire, la limite des moyens? Oui, mais pour le problème de l'eau, vous savez, depuis un certain temps, l'État a pris le secteur de l'eau dans les communes. Oui. Et à Bopa, je peux vous dire que Bopa est gâté parce que dans le domaine de l'eau, Bopa a bénéficié déjà de 2 SAEP et attendez, système d'approvisionnement multi-village. Oui. Et dans 2 arrondissements déjà ont ce SAEP-là et 2 sont en construction sur les 7 arrondissements que j'ai. Et je crois que ce problème d'eau potable est en train d'être résolu. Et je passe ici, par votre canal, pour féliciter mon gouvernement et son chef qui a pris à bras le corps le problème de l'eau, d'approvisionnement de l'eau de nos communautés. Et je crois qu'à Bopa, tout n'est pas rose. Mais je crois que sur ce plan-là, on peut dire que ça va. D'accord. Monsieur le maire, on va faire un petit réglage technique là. Vous allez couper le son de votre poste téléviseur, le temps de vous concentrer sur le téléphone pour une communication et des échanges plus aisés. Oui. L'éducation à Bopa est un grand défi, vous l'avez dit. Oui, je vous comprends. D'accord, vous avez coupé maintenant. Oui, j'ai coupé. D'accord, parlons maintenant de l'école que vous aviez commencé à évoquer. L'école à Bopa a de plomb dans l'aile. Parce que sur les 7 arrondissements que compte ma commune, il y a 4 qui sont sur la terre noire. Donc difficile d'accès et pendant la saison pluvieuse. Et il pleut maintenant, c'est très très difficile aux écoliers et aux enseignants dans ces communes-là où il y a d'énormes potentialités. Et donc, ce que nous faisons, c'est de sensibiliser les parents, de sensibiliser les enseignants, eux aussi, les encourager à nous aider. Parce que, vous savez, et là, vous prenez votre moto, maintenant, vous ne pouvez pas aller à Yegodwe. Vous ne pouvez pas aller à Badazumi. Mais pourtant, il y a des enseignants qui y résident et qui travaillent, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour nos enfants, pour l'évolution de l'éducation. Il n'y a pas d'arrondissement. Oui. Pour aujourd'hui, il n'y a pas de salle, il n'y a pas d'école, je peux dire, qui n'est construite en matériaux définitifs. Toutes nos écoles, avec nos mêmes moyens, ils sont construites en matériaux définitifs. Il se trouve que quand il y a tornade, quand il y a problème, il y a des situations ces écoles qui sont décoiffées et nous essayons
quand va démarrer, de les réparer pour le bonheur de l'école. Il n'y a pas que pour l'école que vous luttez contre les intempéries. Hein. Il y a aussi que pour, je dois dire, les récoltes et les champs, c'est aussi difficile de traverser la période de pluie. Et actuellement, beaucoup de champs sont inondés. Est-ce qu'il faut craindre une famine, surtout qu'on sait que Bopa est quand même une sorte de grenier au niveau de la région? Oui, je vous comprends, c'est vrai. Il y a beaucoup de champs qui sont inondés actuellement pour cette petite saison. Et nous craignons vraiment la famine. Mais déjà, l'alerte est déjà donnée au niveau de du gouvernement. L'alerte est donnée au niveau du département déjà. Et nous sensibilisons les parents pour que le peu qu'ils ont eu l'année dernière, qu'ils puissent réserver pour ne pas tomber totalement dans cette disette qui nous guette. Monsieur le maire, on sait que Bopa, c'est la commune et que Poso-Tomé, c'est un arrondissement. Mais il me semble que Poso-Tomé est davantage plus connu même que Bopa lui-même. Et donc, du point de vue touristique, en principe, ça devrait être des retombées pour la commune, surtout qui a cette source thermale-là dont profite bien une société de la place. Mais monsieur le maire, est-ce que véritablement le développement du tourisme et de la culture prend, je dois dire, des actes importants chez vous là-bas? Oui, je puis dire que depuis longtemps, on n'a jamais cessé de le dire, cessé de le faire, parce que le tourisme est un pan important du développement aujourd'hui. Vous avez bien si dit, il y a la sous-thermale de Poso-Tomé qui est là, qui est fréquentée tous les jours, et vous avez bien dit, fait bien de dire que Poso-Tomé est mieux connu que Bopa Centre même. C'est une fierté pour nous que de nos arrondissements soit bien connu que nous. Mais nous faisons l'effort de faire ce que nous pouvons faire avec l'intercommunalité Jimono pour essayer d'ériger certains sites touristiques dans Bopa. Je veux parler par exemple de nos forêts. Il y a la forêt sacrée de Fosoïwe. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres forêts dans Bopa. Je veux passer du belvédère de Bopa où le président Manga venait se reposer. Et quand il a un problème à Cotonou, mais c'est complètement abandonné. C'est complètement abandonné, monsieur le maire. Pour le bonheur des touristes ou pas, il y a d'autres berges que nous essayons de viabiliser aussi pour le bonheur de Bopa. Oui, la vie entre la terre ferme et surtout le cours d'eau et surtout cette belle promenade qu'on peut faire avec justement l'idée proposée par l'artiste qui a chanté là-dessus d'ailleurs. Ce sont des éléments sur lesquels il faut mettre l'accent, monsieur le maire. Oui, c'est juste. Ce sont des éléments sur lesquels nous mettons l'accent. Nous essayons aussi d'arranger, comme je vous l'ai dit, nos berges ici. Aujourd'hui, il n'y a pas que Poso-Tomé, il y a un bel hôtel à Bopa Centre ici. Si vous venez, vous serez surpris, que nous appelons Z Palace, qui est là. Il y a beaucoup Merci de pour la publicité. Sont là, nos danses sont là. Et si vous venez vraiment, vous serez agréablement surpris de voir que Bopa d'hier n'est plus Bopa d'aujourd'hui. Monsieur le maire, parlons un peu à économie. Je dois dire que l'arrondissement qui, ma foi, présente quelques aspects mieux élaborés, en tout cas en matière d'économie, c'est quand même la localité de Lobogo, qui reste un centre marchand assez intéressant avec son marché. Les autres arrondissements attendent. Oui, vous savez, je peux vous dire que Lobogo est un grand centre commercial pour nous. Dis donc. Et c'est de là que proviennent la plupart de nos ressources, la grande partie de nos ressources. Oui. Et nous essayons d'aménager ce marché. Et chaque année que Dieu fait, nous essayons de construire des hangars, des boutiques dans ce marché. Mais il se trouve que la voie d'accès dans ce marché est un problème. Oui. Vous ne pouvez pas passer par Bopa aujourd'hui pour aller à Lobogo. Au niveau de Rayamé, vous êtes coupé. C'est même bien coupé, il faut faire des détours pour aller. C'est notre problème. Les autres artisans ne sont pas jaloux parce que le marché, on ne crée pas un marché. Le marché se crée de lui-même. C'est ça. Et dès qu'il y a un espace quelque part où le marché s'est créé, nous faisons toujours quelque chose. Et à part le Boga, il a le marché de Yindor, qui est sur la terre noire, et où il a vu le février, tout ça, et que beaucoup de localités fréquentent. Les gens de la Dalada et de fréquentent Ironou. Il y a un petit marché à Poso-Tomé que nous essayons d'entretenir. Et partout à Goji, il y a un petit marché au niveau de Djidjazu que nous essayons d'entretenir. Donc, les arrondissements n'en veulent pas à Lobogo. Ils veulent plutôt que ce marché de Lobogo soit mieux entretenu et que nous puissions sécuriser le marché pour tirer le meilleur des ressources
dans cette pensée. Pourquoi pas. En tout cas, monsieur le maire, on va vous souhaiter beaucoup de courage. On va surtout vous remercier d'avoir décroché notre appel et d'avoir accepté de discuter avec nous de votre commune sur Canal 3 et précisément sur l'Actu Matin. Merci, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous me donnez. Et je profite de cela pour remercier le conseil communal de Bopa pour tout ce qu'il fait, pour accompagner la réforme. Nos conseillers sont vraiment dévoués et sont vraiment au charbon pour que ce résultat que nous avons eu soit. Nous allons dormir sous nos lauriers. Je vous remercie et à bientôt. Du courage à vous, monsieur le maire. Merci. Mesdames et messieurs, retour à Cotonou. Je signale que c'était Abel Djossou au téléphone. Abel Djossou est maire de la commune de Bopa. On a discuté avec lui des réalités de sa commune. Allez, on va faire la transition maintenant pour recevoir notre invité par ici. C'est bien Ghislain Radonou. Docteur Ghislain Radonou, je dois dire, spécialiste des questions internationales. Il va nous parler un peu de ce qui se passe sur la bande de Gaza. Docteur Radonou, bonjour. Bonjour, cher docteur. Merci d'accepter d'échanger avec nous ce matin sur cette actualité-là. Pendant nos échanges pour préparer cette émission, vous aviez affirmé que ce conflit vient de loin, ce qui est une évidence d'ailleurs. Et vous aviez aussi dit que ça nous amènera à très loin. C'est ce que vous aviez ajouté, puisqu'il vient d'une situation et montre pas tout de suite des signes prochains de dénouement. Est-ce qu'on va traîner ça pendant longtemps encore? Oui, je ne suis pas un prophète, mais je peux vous dire que cette crise est loin d'être terminée parce qu'il y a tellement d'antécédents et de clivages non résolus entre les différentes parties belligérantes qui ne se sont pas encore entendues. Par exemple, les différents accords de paix signés entre Israël et les pays arabes, par exemple, l'accord d'Oslo qui devrait permettre à ce que la Palestine, qui devait faciliter le processus d'indépendance de la Palestine, malheureusement, cet accord a connu un naufrage. Et Roger déjà. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que le Hamas, qui a lancé les hostilités le 23 octobre 2023, est considéré par les pays occidentaux comme un regroupement terroriste. Et cette organisation pourrait frapper à tout moment tant qu'Israël continue sa politique expansionniste. Il faut que tant qu'Israël va quand même arrêter à un moment donné de faire justement cette colonisation qu'elle faisait progressivement et de façon, je dois dire, intermittente. Et ça devrait calmer le jeu, non? Mais ce n'est qu'un arrêt temporaire. Si vous vous rappelez de la résolution 242 qui ordonna 242 de 1967 à la fin de la guerre des 6 jours qui ordonnait à Israël de quitter, de libérer les territoires qu'elle avait colonisés, mais ce n'est qu'un arrêt de fait. Et également, aujourd'hui, Israël se retrouve dans une position où tout ce qui concerne le terrorisme au Moyen-Orient devait être radicalement détruit. Et la revendication des Palestiniens aujourd'hui, l'Israël ne devait pas exister sur la carte du monde. Par conséquent, vraiment, ce conflit est loin. Voilà autant d'éléments qui me permettent de dire que nous ne sommes pas encore sûrs que ça va finir tout de suite. Alors, depuis les premières attaques, le monde se bipolarise, les Occidentaux en bloc derrière l'État hébreu et les pays musulmans à travers le monde, même si c'est avec, je dois dire, un peu plus de précaution, d'hésitation que certains s'alignent derrière la Palestine. Faut-il voir une guerre de religion qui se présente à nos portes aujourd'hui? Oui, mon cher docteur, bien évidemment, il s'agit d'une guerre de religion. Si on se réfère à l'histoire de cette guerre depuis l'état d'indépendance, depuis la date de proclamation d'état d'indépendance d'Israël, le 14 mai 1948 par le leader sioniste Ben Gurion, on constate que le nœud d'achoppement entre les deux nations, c'est la terre sacrée de Jérusalem. Et Jérusalem symbolise pour les Juifs qui sont majoritairement des judaïques une conviction religieuse et spirituelle. Et il faut faire régner la religion judaïque à tout prix, peu importe ce qui doit se passer. Et de l'autre côté, pour les Palestiniens également, la ville de Jérusalem a été promise par leur ancêtre Abraham, donc raison pour laquelle Jérusalem aujourd'hui est considérée comme une ville sainte. Et déjà que les Juifs étaient en exil, ils ont tous scandé
l'an prochain, allons fêter la Pâque à Jérusalem. Donc, Jérusalem aujourd'hui, tant que le statut de Jérusalem n'est pas encore réglé, je pense que ce conflit est loin d'être. Alors, depuis le début de cette situation, d'ailleurs, même qui s'empire, on a l'impression que l'Afrique reste en tout cas spectatrice, même s'il y a tout de même quelques pays africains qui se sont positionnés par rapport à la crise, notamment les pays, je dois dire, qui sont au nord du continent. On a donc quelques pays qui se sont prononcés. Je disais donc qu'on a un continent qui regarde faire, qui est observateur, surtout en dessous des tropiques. Est-ce que vous avez compris ce choix? Ce n'est plus un secret de polichinelle. Sur les questions d'envergure internationale, l'Afrique a toujours adopté une position très prudente en raison des relations diplomatiques qu'elle noue avec les puissances occidentales. Et c'est fort heureux de constater aujourd'hui qu'il y a certains pays qui ont pris position par rapport au déluge. En quoi est-ce que c'est heureux? Oui, avant, la voix de l'Afrique ne pèse pas sur l'échiquier international. Aujourd'hui, on a certains pays qui ont condamné l'attaque du Hamas sous prétexte que l'Israël est un État indépendant et qu'elle est dans son droit, de se défendre contre l'ennemi. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont soutenu le Hamas du fait qu'aujourd'hui, il y a les droits humains qui sont violés au nom de la paix. Mais ils sont très peu aujourd'hui, ces pays, en tout cas en dessous des tropiques, avoir ouvertement dit quand même leur position. Oui, par exemple, le Djibouti, par exemple. Il y a également le Sénégal s'est positionné. Oui, le Sénégal aussi s'est positionné dans cette crise-là. C'est pourquoi je dis que c'est déjà bon que certains dirigeants africains aujourd'hui se prononcent sur la question, même si certains ont préféré de rester dans leur mutisme comme d'habitude. On a toujours l'Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud a condamné la riposte disproportionnée d'Israël à l'égard des Gazaouis, et ce qui est normal. Est-ce que vous pensez vraiment que cette prise de position pourrait avoir un impact directement sur le dénouement ou le comportement des acteurs engagés dans le conflit? Malheureusement, ce conflit concerne plus les Occidentaux. Et depuis l'histoire, la voix de l'Afrique ne pèse pas. Par exemple, si on se réfère à la résolution 1973 ayant condamné la déstabilisation de la Libye, c'était une autre époque. Il y avait seulement deux États qui avaient condamné ça, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, en 2023, par exemple, dans la crise russo-ukrainienne, les Africains ont préféré rester toujours dans leur mutisme, raison pour laquelle je me demande si cette prise de position pourrait contribuer. C'est toujours bien d'être prudent, non? Quand on n'a pas de force, quand on n'a pas les armes, quand on n'a pas beaucoup d'argent, il vaut mieux se taire quand les gens se battent à côté de nous. Mon très cher journaliste, parfois il est très indispensable de se prononcer quand cela ne va pas. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, il y a violation des droits humains dans la bande de Gaza. Et les populations n'ont pas accès à l'eau. Les populations n'ont pas accès à l'électricité. C'est vraiment catastrophique. S'il faut peut-être passer par les balais diplomatiques comme le font déjà Emmanuel Macron, Joe Biden et le chancelier allemand, je pense qu'on pourrait quand même aboutir à une sortie de crise. Oui, comment est-ce que vous comprenez que les Occidentaux soient si engagés comme ça derrière l'État hébreu? Oui, c'est parce que les Occidentaux détestent tout ce qui est islamiste. Le Hamas est considéré comme une organisation islamique. Et souvent, les terroristes font souvent incursion vers tous les pays qui supportent Israël. Et si on se réfère à l'histoire, il y a tellement de cas. Alors, revenons à l'Afrique. Maintenant qu'elle a condamné peu ou prou, en tout cas à travers les différents pays, faut-il qu'elle s'en arrête là ou est-ce qu'il y a d'autres mesures à prendre par elle? Non, on ne devrait pas s'arrêter là. Il faut continuer toujours à opter pour les voies de médiation afin que la paix puisse revenir. Si sa voix ne porte pas, est-ce qu'elle peut faire de la médiation vraiment? Et qui peut être même en position de faire de la médiation aujourd'hui en Afrique? Bon, c'est déjà bien que le président de la Commission africaine, de l'Union africaine, s'est déjà prononcé sur la question. Et lui, il a préféré pour la résolution 181 qui définissait les modalités de partage de la Palestine à ce qu'on crée deux États. Déjà, Israël existe déjà, et il faut que les Occidentaux et les puissants, surtout les États permanents disposant du droit de veto. Si cela décide aujourd'hui de mettre fin à cette guerre, je pense qu'elle prendra fin. C'était craignent une troisième guerre mondiale. Ils exagèrent? En tant que spécialiste de la polémologie, nous avons tous les événements qui nous font croire que nous tendons vers une troisième guerre mondiale. Quels sont ces éléments-là? Il n'y a que quelques bombes seulement sur Gaza. Vu ce qui se passe en Russie et Ukraine, et déjà les incursions de
la deuxième puissance économique que je vais nommer la Chine à l'égard de la Taïwan. Aujourd'hui, presque le Proche-Orient est embrasé. Si jamais les pays du Golfe Persique, la Syrie, l'Iran se mettent à supporter également la Palestine, attention. Ça va prendre un peu. Oui. Merci beaucoup à vous, Dr Ghislain Adonou. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales. On parlait un peu de la situation au niveau de la bande de Gaza. Là-bas, c'était un peu difficile. La Palestine et Israël ne s'entendent toujours pas. Conséquence, les populations vivent la terreur depuis le 23 octobre 2023. Oui, un mot pour finir. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Je pense que la résolution de son conflit est vraiment imminente parce que si jamais la région s'embrase, on pourrait assister à un autre choc pétrolier, comme ce fut le cas en 1973, au lendemain de la fin de la guerre de Yom Kippour. Donc, il faut que les puissances occidentales essaient d'appeler les deux parties à la table de négociation pour qu'on puisse éviter ce drame-là qui se prépare. En tout cas, nous, amoureux de l'environnement, ce sera à notre profit. On va accélérer nos innovations en matière d'énergie renouvelable, quitte à les laisser disputer toujours de pétrodollar et de pétrole. Merci beaucoup à vous d'être passé sur l'Actu Matin. Merci. Bonne journée. Mesdames et messieurs, c'était un marathon, cette partie, la deuxième d'Actu Matin ce matin. On va souffler maintenant. Binet, établissement privé d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation de leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5. Génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction, USMB c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou, contact plus 229 97 30 84 84. Sembena, le chemin vers l'emploi. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Va pas l'université qu'elle a choisi, c'est de l'autre côté. Non, jamais quelle université. Davido, vous êtes encore dans ces problèmes ici. La seule université au Bénin ici qui soit capable de former votre enfant, elle sera valable au Bénin et à l'extérieur, c'est l'Université africaine de développement coopératif. C'est une université panafricaine formée par 20 pays africains. Cette université existe au Bénin depuis 55 ans. Ils forment en économie coopérative et en économie sociale. Les gens viennent de l'extérieur, ils viennent du Japon, ils viennent du Canada pour se faire former ici. Votre fille, avec son bac, si elle s'inscrit en licence à l'UADC, elle a une bourse de 40%.
Si elle s'inscrit en master, elle a jusqu'à 50%. L'Université africaine de développement coopératif forme à la licence et au master en économie coopérative, en microfinance, en micro-assurance santé, en développement local et décentralisation, en gestion des projets de l'économie sociale. Enseignement et inscription tous les jours ouvrables de 8h à 14h au campus de l'UADC 6 au quartier Jacques, à Papa derrière le ministère de la Santé, loin du service des plaques d'immatriculation de l'ANAT. Téléphone 00229 51 79 27 17 95 38 12 84 21 33 06 39 WhatsApp 97 88 00 25. L'UADC, c'est 55 ans d'expérience dans la formation de qualité au service du développement de l'Afrique. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain, avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Et si la CEDEAO ordonnait enfin l'ouverture des frontières entre le Bénin et le Niger, question en même temps sous forme d'exhortation de Franck Aounou ce matin. Franck, bonjour. Bonjour. C'est bien l'esprit du commentaire de ce matin de retour de Malanville. L'une de nos équipes de reportage est rentrée avec des nouvelles pas du tout bonnes. En tout cas, le nouvel état des lieux donne à réfléchir, Franck. Vous dites que c'est un drame qui se joue là-bas à Malanville sur place. Oui, un véritable drame et sur plusieurs plans, au plan sanitaire, environnemental, au plan humain et au plan sécuritaire, socio-économique également. Malanville souffre énormément et les conséquences sont rejaillies sur l'ensemble du pays. L'insalubrité, la pollution de l'environnement, la dégradation de l'infrastructure routière due au stationnement prolongé des camions sur le bitume, l'amortissement du système d'équilibre des véhicules et du pneumatique sont autant de soucis que j'ai autorités et citoyens de la ville frontalière dans le rang des propriétaires de camions. Les pertes et préjudices subis se chiffrent à des millions. Se nourrir devient une équation très difficile à résoudre pour les apprentis chauffeurs contraints de passer le clair de leur temps à surveiller les camions pour abandonnés à eux par les conducteurs qui se cherchent eux aussi ailleurs pour assurer la pitance quotidienne à leur progéniture, leur activité habituelle étant aux arrêts. En termes de sécurité, le séjour imprévu de ces hommes qui ont l'habitude de traverser tranquillement Malanville pour se rendre au Niger ou au Mali, leur séjour crée aussi de petits problèmes aux forces de l'ordre. Des activités louches se développent dans les rues de la commune de Gado-Guidami. Le maire qui affirme être aussi débordé par la situation, la mairie pratiquement transformée en centre de promotion sociale où les visiteurs viennent poser chaque matin leurs problèmes de ventre, ce qu'il faut avaler pour tenir pendant la journée. Les cris de cœur qu'ils ont lancés il y a moins d'une semaine au micro de Canal 3 prouvent la complexité de la situation qui va de mal en pire. Les apprentis chauffeurs, pour la plupart des jeunes, accueillent aussi sur leur site de stationnement de jeunes vendeuses qui se côtoient presque quotidiennement pour raffermer les relations au point de trop les rapprocher. Il faut voir mon regard. Imaginez la suite, le bilan de cette fréquentation le fera certainement plus tard Tanguy Agoy. Face à toutes ces conséquences, vous estimez qu'il est enfin temps que la CEDEAO prenne une décision? Oui, c'est le moment d'ouvrir les frontières. C'est enfin le moment. Je pense que la junte au pouvoir a suffisamment ressenti les effets de ces sanctions, a appris également des leçons. Donc l'objectif est atteint puisque du côté du Niger, les nouvelles ne sont pas non plus très bonnes. Les sanctions économiques mettent en difficulté les autorités de la transition. Alors pourquoi maintenir
Nos frontières fermées d'avec le Niger, c'est une question que je me pose ce matin. C'est inutile à mon avis car garder fermées les frontières indéfiniment, c'est continuer à faire du tort aux pauvres populations victimes collatérales d'une crise dont elles ne sont pas du tout les actrices. N'eût été la solidarité développée par les habitants de Malanville vis-à-vis de leurs frères nigériens et autres dont les camions sont garés sur place, on assisterait à une catastrophe sans précédent. J'ai pu suivre dans les images rapportées par Ulrich Gaba et Henri Ganti, les responsables d'un syndicat, le syndicat des transporteurs et importateurs nouveau assimilés Sintra INAB, qui sont allés au chevet de ces transporteurs pour leur apporter des vivres. Il faut véritablement suivre les images pour voir comment ces vivres étaient disputés par les bénéficiaires. On dirait dans une localité en guerre, Rabiou Garba et les siens ont fait œuvre utile en descendant sur le terrain pour s'imprégner de la situation avec les bras chargés, une démarche et un geste qui, pour moi, en disent long sur les liens séculaires qui unissent les deux peuples, même sur place à Malanville, l'hospitalité, j'y arrive, et l'assistance qui sont offertes à ces jeunes Nigériens bloqués du fait de la fermeture des frontières témoignent de ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Le plaidoyer sur toutes les lèvres aujourd'hui, c'est que l'État béninois négocie pour la réouverture des frontières dont la fermeture constitue un coup dur pour non seulement les transporteurs, mais aussi les importateurs qui payent un lourd tribut dans cette crise, et ceci sur des mois, même après l'ouverture hypothétique des frontières. Un jour, je me demande si on va se remettre de ces conséquences. Bon ben, on verra bien en tout cas. En attendant, parlons donc de nos galères. Sinon, celles des populations de Malanville précisément et de l'autre côté aussi de la frontière au niveau donc du Niger. William, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. Eric, bonjour. Lui qui a justement fait le déplacement là-bas sur place. Vous avez vécu la galère des populations là-bas. Comment est-ce qu'elles vivent? Comment est-ce qu'elles se sentent moralement? Tanguy, on dirait que vous avez tout compris, vous avez bien dit que le moral est assez bas. Le moral est assez bas sur toute la ligne, que ce soit au niveau des camionneurs, qu'au niveau des populations elles-mêmes, les résidents de Malanville. Pourquoi est-ce que les populations sont concernées? On a fait le tour de la ville de Malanville, surtout le centre-ville de Malanville, et on s'est rendu compte que toutes les activités sont au ralenti. Il y a même des activités qui sont en train de disparaître. Je prends par exemple le cas d'un électricien auto qui a l'habitude de travailler sur les camions et autres, et qui va aussi à Gaïa, qui travaille. Aujourd'hui, le monsieur nous a confié qu'il est obligé de chercher un job de gardien quelque part et bon, pour gérer sa pitance quotidienne. Il y a beaucoup d'activités comme ça qui sont en train de subir des reconversions, des reconversions juste pour la circonstance, parce que ce n'est pas toujours évident qu'ils trouvent effectivement ces petits jobs-là pour pouvoir gérer. Dans le camp des camionneurs, quand vous voyez un peu les conditions dans lesquelles, d'abord, je parle de l'insalubrité sur les parcs, là où ils sont parqués, là où les véhicules sont garés, vous vous rendez compte que c'est là qu'ils font pratiquement toutes leurs aisances, et les conditions sanitaires n'y sont pas du tout. Et il y en a même qui sont garés au bord des routes, et vous voyez, c'est là justement qu'ils sont obligés de préparer la nourriture, et très souvent, quelqu'un nous a confié qu'ils sont obligés de n'avoir qu'un seul repas par jour. Donc, ils calculent entre midi et 16 heures pour avoir le premier repas. Et là, ils savent qu'ils sont sûrs d'avoir un repas par jour. Et parfois même, ils n'ont même pas le seul repas quotidien. Donc, sincèrement, le moral est assez bas là. De l'autre côté, quand vous voyez les tenanciers de bar, les tenanciers de restaurants, ceux qui ont des boutiques et autres, ils vous disent clairement que rien ne marche. Ils n'arrivent même plus à vendre. C'est quand même curieux, hein? Quand il y a plus de monde, il y a plus d'affaires, non? En principe. Et je me surprends aussi que des tenanciers de bars, que des tenanciers de kiosques, enfin, où ça se vend quelques petits plats à sauvette, que ceux-là aussi s'en plaignent, William. Qui sont leurs visiteurs ou leurs clients, leurs voisins circonstanciés? Des personnes en chômage technique, des personnes en chômage technique, des personnes dont l'activité professionnelle est à mal, les personnes ne sachant quand est-ce qu'ils rentreront, parce que
ils ne pourront pas rentrer à la maison parce que, vous savez, il y a que vous ne laissez pas le camion du propriétaire pour retourner voir votre femme et votre enfant. Et si vous le faites en vous entêtant... Il y a les apprentis qui sont là. Ok, d'accord. Quand les apprentis sont là, quand vous revenez à la maison, vous faites quoi? Un prochain vous donne son camion pour aller où? Pour faire quoi? Qu'avez-vous appris d'autre? Quand c'est comme ça, c'est difficile. Moi, je m'étonne que, un peu comme dans le cas de la crise ukrainienne ou dans le cas de la Covid-19, je m'étonne que jusque-là, des chiffres ne sortent pas. Aujourd'hui, c'est 3 mois jour pour jour que les nouvelles autorités conduites par Tchiani sont à la tête du Niger, qu'on nous sorte les données macroéconomiques, les agrégats qui permettent de nous dire peut-être encore une fois que notre économie est assez résiliente. Vous n'avez pas face à une crise acteurs, comme celle-là. Vous n'avez pas entendu les acteurs du port autonome de Cotonou faire journée port ouvert et dire que cela va au mieux et que les acteurs qui prenaient justement le trafic Cotonou-Gaïa ont dû se trouver d'autres solutions qui n'ont pas autrement affecté, je dois dire, le renflouement des caisses. Je crois que ça a été rendu public. Ça, c'est la communication officielle. Qu'on nous donne les moyens, comme le dit le Code de l'information et de la communication, pour que nos quelques aînés spécialistes des questions économiques aillent investiguer et on fera peut-être la contrebalance. Vous savez, ce qui est dangereux dans un contexte comme les nôtres, c'est que les crises, leur résilience, leur choc exogène ou externe, ou la façon dont nous les gérons, ne nous sont communiqués que par ceux qui gèrent. Et quelqu'un a dit récemment, en démissionnant d'un média, que c'est compliqué que l'histoire de la chasse soit tout le temps racontée par le chasseur. Moi, je pense démissionner, il attend la fin du mois. Moi, je pense qu'il faut définitivement, cette question, il faut répondre par l'affirmatif. Il faut définitivement ouvrir ces frontières parce que je ne sais à qui ça profite. On va en parler tout à l'heure. Quelles sont les conditions qu'il faut réunir ou si les conditions sont déjà réunies pour parler donc d'ouverture des frontières. Je continue de croire que ça peut être aussi une opportunité. Vous êtes allé constater le riche, je dois dire l'insalubrité, l'exiguïté des parcs où les camions sont garés, etc. Est-ce que ça ne nous montre pas l'investissement qu'il faut, Franck, qu'il faut faire au niveau de Malanville pour rendre quand même cette ville assez attrayante et surtout la rendre plus carrefour qu'elle ne l'est déjà, pour qu'éventuellement, quand cette situation arrive, que ce soit moins difficile pour ceux qui la fréquentent. Oui, il faut faire des prospections, il faut essayer de faire des réalisations et surtout sur le long terme. Parce qu'à tout moment, ces genres de situations peuvent subvenir. Mais je sais qu'à Malanville, il y a un grand parc qui accueille d'habitude des camions. Mais lorsque ces situations... les dispositions hygiéniques, sanitaires et tout sont prises. Bon, normalement, si les camions traversaient Malanville et allaient, le peu qui doit stationner 2-3 jours avant de continuer, le problème ne devrait pas se poser. Mais lorsque nous sommes face à des situations où des milliers, des centaines de camions doivent stationner pendant des jours, là ça devient compliqué. Je suis d'accord avec vous, nous devons anticiper sur ces genres de situations et savoir que à tout moment ça peut survenir. Et si ça survient, à Malanville on doit avoir quelque part des espaces où on peut ériger un parc avec les commodités qui s'y collent pour accueillir ces genres de camions en cas de situations imprévues de ce genre-là. Je pense qu'aujourd'hui, les autorités de la commune de Malanville également doivent tirer les leçons nécessaires et comprendre que il ne faut pas dormir sur les lauriers, il faut faire des investissements de sorte à amortir des chocs que peuvent créer ces genres de crises. Je vois que les camions sont immobilisés. Là, maintenant, on ne pense pas à une solution définitive pour la voie qui peut céder à tout moment. On attendra certainement quand les camions vont reprendre à circuler et quand ça va céder, maintenant on va courir avec 2 pelles et 3 paquets de ciment pour trouver faire des colmatages et trouver qu'on a encore réalisé une voie. Oui, absolument. Vous savez, avec la particularité de cette crise et son caractère imprévisible, les autorités ne pouvaient pas s'imaginer que Malanville ou Candy allaient vivre une situation du genre. C'est une présence inhabituelle. D'habitude, des camions s'arrêtent quelques heures, le temps de prendre un déjeuner, quelques jours, et puis après, ça circule. Aujourd'hui, tout est bloqué. Et donc, quoi qu'en soit l'intelligence qu'on peut mettre en œuvre pour anticiper, je pense qu'on sera toujours dépassé. Et puis, quand vous avez ces personnes qui n'ont plus rien en termes d'argent, ça n'arrange pas l'économie locale. Le contraire aurait été si c'était des personnes qui avaient encore de la liquidité, la bonne dame du quartier
quartier pouvaient se réjouir de cette présence, le boutiquier également, et bien d'autres personnes, ce qui n'est pas du tout le cas. Bien au contraire, ces personnes sont obligées de rentrer dans la maison, de demander la gentillesse, n'est-ce pas, de nos concitoyens, pour voir dans quelle mesure elles peuvent survivre. Donc la situation elle est critique. Alors je pense que ce qui nous a conduit là, nous savons qu'il y a une junte qui a décidé de prendre le pouvoir, une organisation qui s'est opposée, n'est-ce pas, à cette forme de prise de pouvoir. Et donc, cela doit pouvoir se passer entre la junte qui est au pouvoir et aussi la CEDEAO. Soit, un peu comme le disait Nicolas Sarkozy, si deux choses vous opposent, soit vous vous neutralisez, soit vous décidez d'aller à la table des négociations. Je pense qu'à la date d'aujourd'hui, c'est les échanges, la diplomatie. Et on doit pouvoir avoir une volonté à la fois de la CEDEAO de pouvoir trouver une solution, mais aussi de la junte au pouvoir, n'est-ce pas, sur la base des propositions de la CEDEAO pour qu'on puisse se mettre d'accord sur l'essentiel et on évolue. Est-ce qu'aujourd'hui l'état d'esprit, que ce soit au niveau de la CEDEAO, au niveau de la junte militaire, c'est vraiment de trouver une solution. Moi, j'ai le sentiment que des deux côtés, on est campé sur l'opposition. La junte, on dira qu'elle compte bien dérouler son agenda en fonction des exigences qui se présentent à eux. La CEDEAO, en tant qu'organisation qui a musclé un peu son discours, va continuer également, n'est-ce pas, pas être dans cette position, et on va toujours assister à cette situation. On va engager... Tant que vous permettez, oui. Je pense que des deux côtés, on doit être un peu fatigué de la situation. Oui, justement, vous me permettez qu'on engage le deuxième axe de nos discussions, l'exhortation à l'ouverture. Je dois dire, des frontières, il n'y a que le Béninois libéré, c'est pas si ils ont regardé dans la marmite du druide pour l'annoncer que Talon ouvre les frontières aujourd'hui. En tout cas, c'est notre souhait. Mais est-ce que véritablement les conditions sont... Comment? Non, allez. Vous voulez parler du douanier Takou, c'est ça? Non, je trouve que c'est intelligent de mettre un titre comme ça. Oui. Un 26, William a eu la bonne intelligence de nous rappeler que c'est aujourd'hui la date anniversaire. Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois jour pour jour. Moi, je n'y avais même pas fait très attention. Et je pense que c'est très astucieux de Mais est-ce que les éléments sont réunis véritablement? On a l'impression que les deux parties sont toujours à couteau tiré. La dernière rencontre entre les deux parties, notamment les autorités au niveau donc du Niger et celle de la CEDEAO, ne sont pas bien terminées. On est toujours sur pied de guerre. Les conditions, en tout cas sur place au Niger, ne permettent pas toujours de continuer à croire à cela. Est-ce que véritablement on peut faire l'option, Franck, d'ouvrir la frontière aujourd'hui? On peut faire l'option, pourquoi pas? On peut faire l'option lorsque nous mettons sur la table, c'est vrai, la volonté d'éviter désormais les coups d'État et les conséquences que génère cette crise-là. On peut de commun accord sauter le verrou de la fermeture des frontières parce que ça crée des problèmes aussi bien à l'économie nigérienne, à la sécurité et tout. Et au Bénin également, nous en On ne parle pas de ce qui se passe entre le Niger et le Nigeria aussi. Oui, et le Nigeria. Mais de l'autre côté, j'apprends que ce n'est pas aussi strict, prononcé que comme à ça passe carrément. Ça passe. C'est finalement nous, Béninois, qui payons les frais de cette mesure de la CEDEAO. Et moi, je pense qu'il est temps, franchement, de lever. Sinon, vous voyez des gens qui arrivent à peine à manger, qui doivent quémander, qui doivent attendre que le social fasse parler de lui d'abord, que quelqu'un amène un sac de riz. Ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien. Je pense qu'il faut... J'ai l'impression que les jeunes misent sur le temps pour avoir la peau de la CEDEAO. Ça s'est passé exactement comme ça à Bamako. Ça s'est passé à peu près comme ça aussi à Ouagadougou. Niamey aussi en train de suivre le même chemin. Du coup, la CEDEAO, si elle ouvre les frontières aujourd'hui, va révéler toute sa faiblesse. Son image, ce que la CEDEAO ne voudrait pas. Et c'est justement ce qui me fait dire que moi, je ne pense pas. Entre ce que la CEDEAO demande et ce que la junte exige, eh bien, nous sommes encore dans l'impasse. Et comme vous l'avez dit, la junte joue sur le temps. Écoutez, nous allons subir, nous avons fait le choix
comment on dit, d'être résilient face à vos sanctions économiques, face à la fermeture de vos frontières. On verra jusqu'où ça va nous amener. Maintenant, pendant ce temps, qu'on soit du côté Niger ou du côté Bénin ou du Nigeria, il y a une crise qui se joue, alimentaire, les produits sont chers de l'autre côté également. Donc je pense que, mais c'est pas ce que on regarde. Et puis, qu'est-ce qu'on va véritablement tirer de ce bras de fer? Je pense que soit on propose un agenda et on demande à la junte, en fonction de ce qu'ils veulent, de pouvoir... On verra bien les solutions possibles. Mais est-ce qu'à l'instant où nous parlons, William, c'est possible vraiment qu'on ouvre les frontières là? Ça s'impose. C'est pas une question de possibilité, ça s'impose. Parce que si les gouvernants, eux, ne sont pas fatigués, les populations, elles le sentent. Si aujourd'hui, les gouvernants ne veulent pas voir, ne veulent pas se regarder dans le miroir, comme j'aime bien le dire, la réalité, elle crève l'œil, elle saute à l'œil, la réalité. Vous savez, je ne sais pas ce qu'on y gagne. La CEDEAO a promis de ramener Bazoum. Une tentative d'exfiltration de Bazoum a encore échoué récemment. La CEDEAO a voulu rétablir coûte que coûte l'ordre constitutionnel. Ça fait 3 mois que cette tentative s'est arrêtée. La CEDEAO a brandi en dernier ressort d'y aller militairement. Des gens vous diront qu'ils ont même essayé de le faire, mais ça n'a pas marché. Si aujourd'hui... J'ai même suivi rapidement, j'ai même suivi sur une chaîne internationale cette nuit, qui a même que l'option militaire est vraiment pas, en tout cas, une option encore sur la table chez Tinubu, qu'il pense qu'il faut... Justement, France Média Monde a dit ce matin que les unités ne sont plus en état d'alerte. Je ne sais pas comment ça se dit dans le jargon militaire. Ils ont démobilisé. Ils ont même fait un reportage à Dakar à propos. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si la CEDEAO ne veut pas reconnaître que ces différentes exigences n'ont pas pu marcher, il faut qu'elle reconnaisse au moins qu'elle a promis y aller dans l'agenda diplomatique dans lequel elle n'a pas prospéré jusque-là. Et moi, je pense que c'est ce diagnostic qu'il faut faire et dire qu'on a trop fait de se jeter sur une situation de crise. Et comme le veut la crise en elle-même, imprévue soit-elle, elle a eu raison de leur hardiesse et de cette témérité à aller avec des mesures d'austérité. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. Et moi, je finirai quand je dirais que la junte, après 3 mois, après avoir fermé également les frontières 3 mois, doit commencer par ouvrir les frontières à son niveau pour que les populations nigériennes sachent que, bon, maintenant que d'une manière ou d'une autre, vous avez damé le pillon, ne serait-ce que sur une première bataille à la CEDEAO, vous pensez à nous, parce que 12 millions de Nigériens sont en train de croupir sous la faim. Oui. Moi, je pense que c'est aujourd'hui la frontière. Je pense que c'est bien possible. William a bien précisé que cela s'impose. Effectivement, cela s'impose. Il faut, entre les tests et l'esprit, entre la loi et l'esprit de la loi, il faut penser au bien-être, au mieux-être des populations. Et c'est vrai que la CEDEAO a tout fait de sortir les muscles en montrant qu'elle doit faire imposer ses règles, ses tests. Je suis tout à fait d'accord. Mais dans le même temps, il faut penser au bonheur des populations, au mieux-être des populations. Aujourd'hui, la situation, elle est telle. On sait qu'il y a une morosité économique ambiante, on sait qu'il y a des crises de famine, on sait qu'il y a des crises de sécurité qui sont là actuellement. Au-delà de tout cela, on se pose la question de savoir, et si la CEDEAO, qui a été la toute première à fermer les frontières, à exiger qu'on ferme les frontières, si cette CEDEAO commençait par demander un allègement au niveau des frontières, est-ce que la junte aussi ne revêt pas d'une certaine manière sa position? Et je pense que William a proposé que le Niger commence déjà par ouvrir ses frontières. Que ce soit le Niger ou la CEDEAO, je pense qu'il est temps qu'on retourne à la table des négociations, mais pendant qu'on va à la table des négociations, qu'on commence déjà par faire preuve de générosité, de magnanimité des deux côtés, que les populations sortent. Je pense que si les populations sortent cette démarche, les populations vont intervenir, vont mettre une certaine pression aux deux parties pour que ces deux parties aillent s'entendre. Parce qu'au-delà de tout, on dit souvent, quand 2 éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Et c'est exactement ce qui va se passer et qui va continuer. Au cœur de ces crises, on utilise la population. Exactement. Vous avez la junte qui l'utilise pour montrer qu'elle est soutenue par la population, mais pendant que cette population a faim, qui, en temps normal, doit vraiment penser à la vie des Nigériens? Ce sont les Nigériens eux-mêmes. Oui. Et donc, moi, je pense que dans la recherche de toute solution, la junte doit pouvoir créer une porte de sortie, ne serait-ce que par souci
du bien-être de sa population. Et peut-être si nous voyons cette volonté s'exprimer et que de l'autre côté, nous remarquons également que la CEDEAO ne bouge pas son doigt, là on peut condamner. Parce que nous sommes ici. Le Niger doit ouvrir d'abord alors que ce n'est pas eux qui a premièrement fermé. Bien sûr, c'est après le putsch que la déclaration télévisée disait que toutes les frontières terrestres aériennes étaient fermées. Donc je pense que ça doit d'abord partir aussi d'une volonté de la junte de pouvoir trouver une solution pour le bénéfice de la population. Il ne s'agit pas pour eux d'un aveu d'échec de leur politique. Oui, justement, est-ce que la CEDEAO ne monte pas par là qu'elle aura échoué si elle décide d'ouvrir les frontières ou d'accepter d'ouvrir les frontières? Absolument. Sans que quelque chose soit changé à la situation qu'on connaît. Le conflit, il vaut mieux perdre un combat que de perdre la guerre. La CEDEAO peut gagner cette guerre-là entre griffes, je ne dis pas qu'il y a guerre, en changeant de paradigme. Comment ça? Aujourd'hui, on est d'accord que l'ordre constitutionnel tout de suite ne peut pas être rétabli. On ne peut pas laisser Bazoum. Ah non, c'est toujours les exigences. Non, fermez les yeux de ce côté. Maintenant, exiger peut-être un agenda rigoureux de transition. Dites-nous, monsieur... Ils ont demandé, ils en ont eu sur la table qui ne leur a pas plu. Monsieur Tiani et compagnie, dites-nous combien de temps vous voulez faire votre transition et la CEDEAO arrive à obtenir cela, ouvre les frontières et puis les activités sont relancées. Moi, je ne sais pas pourquoi on court derrière Bazoum qui est toujours gardé au frais peut-être quelque part avec sa famille bien là. Non, ils sont plus ensemble, il paraît. Oui, la junte les a divisés. Vous savez, sur cette question, il faut être très clair. La CEDEAO a échoué, pas que maintenant, depuis toujours. Quelle a été l'exigence de la CEDEAO sur la crise malienne? Mais Goïta, après révision de la Constitution aujourd'hui, a estimé que les élections ne peuvent plus s'organiser de sitôt en 2024. La CEDEAO n'a rien pu. La CEDEAO que nous avons, cette instance d'intégration sous-régionale que nous avons, n'a de muscles que de façade, et surtout en matière politique. Parce que déjà l'objectif premier de cette instance qui est l'intégration économique n'a jamais pu être effectif. Quand il s'agit de l'éco, quand il s'agit d'une monnaie unique, ils sont divisés parce qu'ils estiment qu'ils sont 400 millions d'habitants. Le Nigeria qui fait la moitié déjà de ce nombre d'habitants pense qu'il est l'État le plus puissant de l'espace et doit s'imposer. Sur les questions substantielles et d'existence même de l'organisation, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ce qui fait que quand ils viennent sur des thématiques qui ne relèvent que de l'ordre de glissement de compétences, très vite, c'est harakiri. Et moi, je pense que c'est cette méthode que Tiani et la junte militaire nigérienne a découverte, c'est cette méthode qu'ils ont découverte et ils ont voulu y aller de cette façon pour, d'une manière ou d'une autre, mettre les gens d'accord. Aujourd'hui, nous nous entendons tous sur le fait que assez c'est assez, les populations en pâtissent et je vous dirai également sur cet aspect de l'analyse, je vous dirai également que c'est une façon pour que désormais les crises politiques se gèrent autrement et que les organisations d'intégration sous-régionale ne soient pas des instruments à la solde ou comme des caisses de résonance de puissance occidentale. Parce que toutes les fois que ce sera comme ça ne marchera pas. Loïc, est-ce que la CEDEAO ne va pas se décrédibiliser définitivement et s'enterrer même si à la situation telle qu'on la connaît, rien ne change et qu'elle opte pour l'ouverture des frontières? Je ne dirais pas que la CEDEAO va se sentir décrédibilisée. Non. Bien au contraire, la CEDEAO a tout à y gagner en jouant beaucoup plus la guerre du social aujourd'hui. Parce que déjà, la CEDEAO a montré les muscles très tôt. Ça n'a pas marché. William l'a dit tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de tentatives, des mesures qui ont été prises, des dispositions qui ont été prises. Mais ces dispositions n'ont pas donné un résultat assez convaincant. C'est vrai que ça amène quand même les deux parties vers la table des négociations, parce que jusque-là, on n'est pas encore à la table des négociations. On tend vers la table des négociations. Mais de l'autre côté, moi je pense que la CEDEAO gagnerait à jouer sur la carte du social pour amener les populations à mettre pression au gouvernement nigérien, parce que quand on parle du gouvernement nigérien, ce n'est pas que les Nigériens. Il y a beaucoup de Béninois, il y a beaucoup de Togolais, il y a beaucoup de nationalités qui sont là, qui subissent aussi le poids de la fermeture de ces frontières-là. Je pense que la CEDEAO gagnerait beaucoup à jouer la carte du social et justement en jouant cette carte, une carte qu'elle n'a pas d'habitude de jouer parce qu'elle joue souvent la carte de la diplomatie, la carte de la sécurité, la carte de la force. Va jouer la carte du social. Je pense que ça va beaucoup plus donner de poids. À supposer qu'on a ouvert les frontières, on fait quoi?
bon, la crise est terminée, non? On propose un agenda et puis c'est fini, c'est ça, Eric? Bon, la vie sera peut-être moins dure, et on passe à autre chose, pas, que ce que nous vivons aujourd'hui. Et peut-être que le trafic va reprendre et permettre à ces camionneurs, à ces apprentis qui traînent dans les rues de Malanville, de Candie, de pouvoir retrouver leur famille et d'être loin de ces camions. Sur ce procès qu'on fait souvent de cette organisation, si on peut conclure que la CEDEAO a échoué, c'est aussi l'échec de chaque pays membre de cette organisation. Absolument. La CEDEAO n'existe pas sans ces pays membres. Est-ce que nous voulons vraiment d'une organisation régionale qui doit pouvoir s'occuper des questions de paix et de sécurité? J'ai le sentiment qu'à la fois, nous voulons d'une chose et son contraire. Que nous soyons dans une organisation et que chaque matin, des gens peuvent se mobiliser, arracher le pouvoir, on tire dans le ciel, on ferme les frontières, on récupère la télévision, la radio, et que nous allons vivre ça tout le temps. Pendant qu'ailleurs, des gens ont développé des coopérations, ils évoluent, on ne traite plus des questions de coup d'État, mais nous sommes dedans. Je pense qu'à un moment donné, la CEDEAO a estimé que le coup d'État du Niger, c'est le coup d'État de trop, et qu'il fallait un peu muscler la voie. Sinon, plusieurs fois ici, nous avions condamné ce comportement. À chaque fois qu'il y a un coup d'État, c'est un communiqué. La CEDEAO suit avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe dans quel pays et appelle les deux parties. Ils ont même des intérêts à suivre. Et ce communiqué, nous l'avons tellement lu que c'est même resté dans notre conscience. Je pense que estimé d'aller un peu plus loin. Tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il développe au Moyen-Orient aujourd'hui, tout le monde, après tout ce qui est... On sait qu'on soutient le monde juif contre le monde arabe, mais on parle d'aide humanitaire, on va négocier avec l'Égypte. Que la CEDEAO, avec l'ardiesse dont ils ont parlé de Bazoum, se préoccupe de l'aide alimentaire, de l'aide humanitaire pour les Nigériens comme ça, et on va s'accorder. Moi, j'ai comme impression que sur l'essentiel... Mais on a parlé de pouvoir humanitaire. Qu'est-ce que cette question est devenue? Ça a été bloqué. Un voisin a dit qu'il était disposé pour vous transporter, même s'il n'a pas de frontière avec le Niger. Quand je ferme cette parenthèse pour en venir à votre question, sur aujourd'hui le devenir... On suppose que oui, les frontières sont ouvertes, c'est un échec évident pour la CEDEAO. Mais alors on passe à autre chose, donc permettre à d'autres États ou d'autres armées de continuer à déposer ainsi leur président aussi facilement. Pas comme ça. On laisse le Niger faire sa mue, retrouver sa santé, proposer un agenda rigoureux dans lequel l'ordre constitutionnel revient. Mais on travaille surtout à faire des États forts dans la sous-région, au lieu de faire des gouvernants forts pour lesquels on pleure toutes les larmes du corps quand ils se voient déposer très facilement, pas des gens qui n'en ont pas la légitimité. Et c'est surtout ça. Et qu'on travaille à asseoir davantage la légitimité des gouvernants. Parce que si une très bonne partie de la population peut être très contente qu'on dépose un gouvernant, c'est que là, il y a un problème de l'essence même de la démocratie. Oui, mais même au lendemain de votre élection, même si c'est à 100%, il y a toujours quelqu'un qui n'est plus content de votre façon de sourire. De votre façon de sourire. Pour ne pas dire le peuple en majorité. Franck, on va finir. Le plus dangereux dans ce que nous disons, c'est les raisons fantaisistes qu'on évoque. Et c'est ce qui fait un peu mal côté Niger, où... en fait, nous savons que ça n'a rien à voir avec les questions de démocratie, la façon dont Bazoum a été élu et comment il gère son pays. C'est du pétrole, c'est de l'uranium qu'il est question. Et donc, et ça, c'est de la gestion de Bazoum. Bazoum est le patron. On va clôturer ces discussions. Avant même de partager l'ouverture de la frontière, ce qui va se passer après, moi, je pense que nous sommes en temps de crise. C'est une crise qui est en train de durer. Et au lieu de laisser cette fonction aux organisations sociales, aux syndicats de transporteurs, aller apporter de l'aide à ces personnes-là qui sont bloquées à la frontière, moi, je pense que l'État doit commencer par déployer les moyens pour les soutenir. Quel ministre vous avez vu à Malanville depuis le 26 janvier? Parce que si vous faites une enquête après le taux de prévalence... Non, ils sont sur la ligne de la CEDEAO. Le taux de prévalence du VIH, les problèmes d'infection, l'insécurité, le viol, tout cela, vous allez voir que ça va monter d'un cran. Tout simplement parce que le nombre de personnes qui séjournent là aujourd'hui n'était pas prévu, la moralité de ces personnes-là, les fréquentations, il y a beaucoup d'acquaintances là. Donc moi je pense que les vifs doivent aller là-bas, des médecins doivent aller là-bas pour soutenir. On doit quadriller la zone. Voilà, on doit pouvoir circonscrire les conséquences. Sinon, d'ici à quelques mois, vous allez voir, même quand on va ouvrir la frontière, on aurait résolu un problème. Le problème serait... Nous allons parler de sécurité. Parce que l'image que Ulrich a ramené, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je pense qu'il faut agir. Il y a une idée perverse qui m'a traversé l'esprit, c'est de mesurer
d'ici le moment où les frontières seront ouvertes, combien de grossesses on aura enregistré? C'est même pas pervers. On aura le temps de constater donner sur combien de Béninois sont morts, combien de Béninois sont tombés malades, combien de Béninois sont devenus davantage paupérisés, parce que ça, on n'en parle jamais. Et dans toutes les crises, nous sommes toujours résilients. Et pendant ce temps, ceux qui forcent la traversée par voie fluviale, il y en a aussi qui meurent par noyade. Absolument. Il y a aussi quelques cas qui se signalent de toute façon. Là, les gars, merci beaucoup d'être passés par ici. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, très bon moment de week-end aussi. On va se voir lundi, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, ah oui, merci beaucoup, pasteur. Vous nous aviez manqué lundi, je le disais. On a parlé de vaudou en votre absence, William. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Ah oui, c'est échappé. Allez, on va souffler le temps de finir avec les deux rubriques qui arrivent, notre page invitée, puis la revue de presse. Sembene, établissement privé d'enseignement supérieur, spécialisé dans la formation de leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5. Génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USMB c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. Sembena, le chemin vers l'emploi. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Avant la revue de presse qui va boucler ce numéro de votre émission Actu Matin, l'invité, le deuxième de ce matin, Sir Davoudou, secrétaire général adjoint au niveau donc de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Monsieur Davoudou, bonjour. Bonjour. Merci de venir sur Actu Matin, vous prononcer et surtout annoncer la reprise de l'examen du CQM. Le CQM, c'est le certificat de qualification au métier. Cela reprend après un temps d'hibernation et justement, parlant d'hibernation, pourquoi est-ce qu'il y a eu un temps que l'examen a tenu? Merci, monsieur le journaliste, pour l'intérêt que vous portez à ce certificat et qui est un examen spécial et avec un très ancrage social au plan national. Bon, ça fait exactement 10 ans que le CQM a été institué au Bénin, donc 2013-2023, ça fait 10 ans. Et il s'est fait qu'après 9 ans d'expérience, son organisation a connu une crise parce que dans cette première période d'expérimentation, l'examen était confié aux organisations professionnelles
des artisans. Et donc, c'est un examen qui brasse un peu de sous. Ah oui. Donc, là où il y a l'argent, il y a toujours de tension. Il y a toujours un peu donc, de les rivalités ont commencé au lieu que le CQM unisse le secteur de l'artisanat. Malheureusement, le CQM l'a divisé. Et puis, la seule confédération que nous avons a commencé par s'effilocher. Et on a eu, au niveau des communes, plusieurs collectifs qui commencent par émerger. Et la tension était telle que le gouvernement du président Talon a décidé de mettre fin à ça pour pouvoir faire la réorganisation. Donc ça s'est passé en 2021. Et comme ça traînait, il y avait la pression. Le gouvernement a dû organiser une session spéciale en 2022. Et après cette session, le gouvernement a décidé, en lieu et place des organisations professionnelles, de confier maintenant l'organisation de cet examen à la Chambre des métiers, et qui est, disons, une structure publique à caractère professionnel. Donc, c'est toujours confié aux artisans, mais par des gens qui sont un peu plus organisés. Un peu plus organisés, qu'on peut interpeller. Directement. Parce que ce qui se passait au niveau des organisations professionnelles, quand on veut les interpeller, ils estiment qu'ils sont de la société civile. Et qu'on ne devrait pas s'intéresser à ce qu'ils sont en train de... Il faut mettre fin à ça, que le gouvernement a décidé ainsi. Alors, il faut noter que la décision du gouvernement est en parfaite adéquation avec les dispositions du Code de l'UEMOA. Parce que le Code de l'UEMOA qui a été voté en 2014 responsabilise les chambres des métiers dans l'espace UEMOA en ce qui concerne l'organisation de ces certificats, en l'occurrence le CQM et le CQP. Donc, il faut noter que de ce point de vue, dans l'espace UEMOA, le gouvernement du Bénin a pris ses responsabilités pour faire en sorte qu'il y ait une convergence par rapport à ce test communautaire. Quel est le travail que vous aviez alors fait en attendant d'annoncer une nouvelle édition? Bon, il y a plusieurs choses. Premièrement, il fallait revoir le cadre réglementaire. Donc aujourd'hui, nous démarrons sur de nouvelles bases avec de nouveaux tests. Donc il y a un nouveau décret qui met en place le CQM. Ce décret a été, disons, affiné par 3 arrêtés interministériels. Et le premier porte sur les modalités d'organisation, le second sur les organes, le troisième sur le mode de financement. Et ces 3 arrêtés sont également affinés par un certain nombre de décisions. Et ces décisions-là concourent à assurer le déroulement de l'examen, et qui consiste à mettre en place les organes, qui consiste à mettre en place les jurys, qui consiste à prendre un certain nombre de dispositions pratiques pour que l'examen ait lieu. Donc, de ce point de vue, en matière de conditions cadres, le cadre réglementaire a été revisité. Et dans ça, on s'est aperçu que dans ce changement, il y a de nouveaux acteurs. Donc, on dit généralement que quand les pas de danse changent, quand la musique change, les chants. Donc, maintenant, il y a de nouveaux acteurs. Avant, il n'y avait pas la chambre. Maintenant, la chambre est en pôle position et aux côtés de la DEC. Donc, nous avons aujourd'hui 3 acteurs principaux qui organisent l'examen. On a la chambre d'une part, on a la direction des examens et concours, et nous avons la direction de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle qui travaillent ensemble pour ça. Par le passé, par exemple, tout l'argent qui circulait était aux mains des artisans, donc c'était du cash-cash. Maintenant que c'est la chambre qui prend ça, je pense qu'on a réintégré ce financement-là dans le circuit public. Donc le paiement se fait dans un compte du Trésor, et nous avons 2 modes de paiement. On peut payer, disons, en ligne, comme on peut payer en présentiel. Est-ce que vous ne rendez pas la tâche difficile à ces gens-là qui, relativement, n'ont pas forcément un niveau d'instruction qui leur permette de discuter avec des guichets de ce niveau? Bon, peut-être qu'il faut faire attention par rapport à la digitalisation. On n'a pas besoin d'avoir un niveau. Et c'est la marque de la digitalisation. Il faut noter que c'est aussi une politique de l'État
que d'aller vers la digitalisation pour adopter un système numérique. Cependant, on tient compte de votre remarque et c'est pour ça qu'il y a deux possibilités. Soit vous pouvez aller payer en ligne ou bien au niveau des trésoriers communaux. Et ça a été d'accord, il y a cette option aussi. Et on a été amené, par exemple, à avoir un nouveau acteur tel que l'agence des systèmes d'information numérique qui nous a aidé à mettre en place la plateforme, ainsi de suite. Alors, si je veux être candidat, puisque la session prochaine c'est le 23, m'avez-vous soufflé tout à l'heure même. Alors, si je dois être candidat, je fais comment? Quelles sont mes démarches? Il s'agissait seulement de déposer un dossier. Il faut noter que la cible, c'est une cible particulière. Elle s'intéresse aux apprentis qui sont en formation dans les entreprises artisanales et pour certains dans les centres de formation professionnelle et apprentissage. Donc, c'est une cible particulière. La spécificité de cet examen, c'est quoi? C'est que ça se fait sans écrit. Et vous n'avez pas besoin de comprendre le français pour pouvoir aller à cet examen. C'est ça qui lui donne un caractère original. Et c'est le seul examen auquel on peut assister. Et je pense que dans le monde, de ce point de vue, c'est une innovation au Bénin. Mais alors, comment il fait l'apprenti maçon ou l'apprenti, je ne sais pas, coiffeur qui veut avoir votre diplôme? L'épreuve a deux volets. Il y a le volet oral et puis le volet pratique. Donc, par rapport au volet oral, on lui pose des questions dans sa langue. Par rapport à la pratique... On le voit à l'œuvre. Mais avant d'en arriver là, il constitue un dossier. Comment il constitue? Comment il fait? Bon, ce sur quoi on a été exigeant pour cette fois-ci, il faut donner l'acte de naissance. Il faut donner deux photos d'identité. Il faut payer 12 500 francs CFA. Et il faut également remplir une fiche sur laquelle il y a les informations par rapport au patron. Voilà les grandes exigences. Vous n'aviez pas jeté un coup d'œil sur... Et nous avons actuellement près de 63 000 candidats déjà enregistrés qui doivent composer à partir du 30 prochain. Du 30, pardon. Du 30 octobre prochain. Absolument. Vous n'avez pas jeté un coup d'œil peut-être sur les affaires de contrat avec les patrons d'ateliers et autres qui parfois présentent des disparités assez renversantes d'un atelier à un autre? Oui, bon, il faut noter que par le passé, il y avait des efforts dans ce sens-là. Et ces contrats-là, aujourd'hui, ont été assurés par les organisations professionnelles. Au niveau de la Chambre, nous attendons de passer ce cap de la rénovation du CQM pour pouvoir passer un peu à la rénovation de tout le dispositif du système de formation initiale par voie d'apprentissage. Ce sont les patrons qui déposent les dossiers ou les candidats eux-mêmes peuvent aller directement déposer les dossiers? Dans les deux cas, c'est possible. C'est possible. Un mot pour finir, M. Sir Dabodou. Je profite de cette opportunité pour rassurer le public, pour rassurer les parents, pour rassurer les apprentis que toutes les dispositions sont prises pour que l'examen se déroule dans de très très bonnes conditions. Et nous allons commencer par faire la communication sur le planning de l'examen, parce que contrairement aux examens passés, celui-ci va s'étaler sur la semaine. Et il y a des branches d'activité, tout le monde ne va pas composer à la fois. Il y a des branches d'activité qui vont composer progressivement jusqu'à finir. Donc tout le monde est rassuré. Et pour ceux qui ont voulu peut-être participer à cet examen et qui n'ont pas eu l'opportunité, le prochain serait en avril. Donc ils n'ont qu'à prendre leur patience et pour pouvoir continuer leur formation. Sir Dabodou, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint au niveau donc de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Vous étiez donc sur Actu Matin pour parler de ce certificat de qualification métier, le CQM, dont le prochain rendez-vous en termes donc d'examen est le 30 octobre prochain. Tout à fait. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Bonne journée. Monsieur le journaliste. Merci. Mesdames et messieurs, voici la revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. L'autre quotidien parle ce matin de l'ouverture de la session budgétaire prévue pour le mardi 31 octobre. À en croire le journal, il est organisé par l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État
avec l'appui de la représentation résidente de l'UNICEF au Bénin. Ainsi, pendant 5 jours, les cadres de l'Assemblée nationale, appuyés par des experts, ont à passer en revue les différents aspects du projet de loi de finances gestion 2024 afin d'éclairer la représentation nationale sur le contenu du budget de loi de finances. La Nation indique qu'au titre du budget de l'État gestion 2024, les dépenses d'investissement sont estimées à 963 milliards 400 millions de francs CFA en crédit de paiement contre 959 milliards 750 millions prévus en 2023. Le ratio dépenses d'investissement produit intérieur brut passera de 8,2% en 2023 à 7,5% en 2024. Quant aux autorisations d'engagement, elles sont estimées à 1846 milliards 93 millions de francs CFA contre 2602 milliards 58 millions de francs CFA en 2023. La quasi-constance observée dans la politique d'allocation aux activités d'investissement n'est que la traduction de la volonté du gouvernement d'orienter davantage les fruits de la croissance économique vers le bien-être des populations, notamment en faveur des couches les plus fragiles ou démunies. De son côté, le matinal relève que la coopération bénino-belge se projette vers un avenir prometteur. Le lundi 23 octobre 2023, le ministre de l'économie et des finances en charge de la coopération, Romuald Wadayi, et l'ambassadrice de la Belgique au Bénin, Sandrine Plateau, ont signé la convention spécifique de coopération pour la période 2023-2028. C'est à l'issue de la session annuelle du comité paritaire mixte de coopération. Au cours de la session, les projets à venir pour la période 2023-2028 ont été dévoilés aux membres du comité mixte paritaire de concertation. Avec le recours aux enseignants retraités dans les lycées et collèges, Fraternité voit l'école béninoise en difficulté en mettant l'acquisition du savoir sur un piédestal. Le philosophe Danton avait compris à son époque, bien avant Victor Hugo, à quel point l'école est sanctuaire autant que la chapelle. Il faut croire que cette perception n'est pas encore suffisamment partagée. Au Bénin, si des efforts sont consentis par les pouvoirs publics dans ce secteur, ceux-ci sont loin d'être suffisants. Le fossé entre les besoins et la réalité est si difficile à combler qu'il faut une réforme et des projections d'envergure pertinentes accompagnées d'une volonté politique manifeste pour faire bouger sensiblement les lignes. Aux problèmes liés au manque d'infrastructures et de matériel vient s'ajouter celui des ressources humaines de qualité, note le journal. Avec le matinal, on peut lire ce jour que le lundi 16 octobre 2023, l'Agence nationale de transport terrestre a tenu une rencontre d'échange avec les responsables des fêtières de transport de personnes et de marchandises en République du Bénin. La rencontre, qui a eu pour principal sujet le transport mixte, a été pour la NAT l'occasion d'annoncer aux acteurs du secteur des transports la répression du phénomène de surcharge conformément aux exigences de la CEDEAO, une décision diversement appréciée dans le rang des conducteurs. Et puis la douane béninoise avec le journal La Nouvelle Génération qui souligne qu'elle se fait découvrir autrement aux usagers. Les nombreuses réformes menées changent constamment son visage et crédibilisent son audience auprès des acteurs de la communauté économique. Sous l'égide du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, souligne la relève, le directeur général des douanes, Alain Hinkati, met en œuvre depuis 2 ans une panoplie de réformes. À l'heure du bilan, les résultats sont satisfaisants. Le journal Le Quotidien d'en déduire que l'administration douanière fait peau neuve en exécutant les réformes initiées par le gouvernement. En matière de style vestimentaire dans les églises évangéliques, Fraternité note que plusieurs pratiques peu orthodoxes sont bien visibles dans le rang des croyants de cette ère. Si l'Église est perçue comme étant la maison de Dieu, il s'entend bien que la visite dans ce lieu requiert une décence dans l'habillement. Et même si à des moments donnés, certaines congrégations religieuses ont tendance à exagérer, il faut admettre ou espérer que le bon sens et la foi prennent le dessus. Des chrétiens posent parfois des actes marquants l'un envers l'autre, déplore Denis Doka, analyste religieux. Ce qui choque malheureusement, c'est bien le fait que ne disposant pas de moyens ou bien de quelque nature,
on ne vous considère pas au sein de l'église. L'on se voit dénigré devant un parterre de public à l'église et le pasteur Marcelin Koba de confier qu'il faut s'habiller pour la gloire de Dieu. Merci d'être resté à l'écoute. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là pour ce numéro et surtout pour l'ensemble des numéros passés cette semaine. C'est la fin de l'aventure hebdomadaire pour l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui même. Demain, ce sera une autre équipe pour un autre numéro d'Actu Matin dans une autre version. Quant à moi et à mon équipe, nous vous souhaitons de passer de bons moments dans la journée et surtout pendant le week-end. On vous revient dès lundi prochain à partir de 7h. Prenez soin de vous.